Là, on est vraiment à quelques minutes du décollage. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. On sent vraiment l'atmosphère qui a changé. Il y a 20 ans de travail qui se joue là. C'est comme un bébé, de façon technique, disons. Le risque nul n'existe pas. On fait absolument tout pour le minimiser. On va passer aux choses sérieuses. 3, La fenêtre de lancement est réduite à un instant. 2, Si on est en retard de 2 secondes, ça part pas. C'est ça. top, allumage de CESR et décollage. Vous êtes détendu là. Oui. Vous allez faire décoller une fusée, vous êtes détendu. Oui. La région guyanaise offre des conditions privilégiées. Elle échappe aux tremblements de terre et aux perturbations cycloniques. En 1964, le CNES a choisi la Guyane pour y créer un centre opérationnel de lancement. Cette position rend possible le choix de nombreuses orbites, polaires ou équatoriales. Salut pour ce nouvel épisode des Explorations de Flow. Je me trouve à Kourou en Guyane. Ici, dans quelques heures, Ariane 6 va décoller. On va essayer de vous le faire vivre au plus près des équipes de l'intérieur. Pour certains, une partie importante de leur carrière va se jouer ici en quelques minutes. Donc c'est parti, là on vient de passer la sécurité, on est en train de rentrer à l'intérieur du centre spatial guyanais. Il faut savoir que c'est immense, hein. Rien que le centre spatial il fait 660 km², c'est 6 fois la taille de Paris. Un tatou. Il est en train de chercher à manger. Ouais, oui, creuse. On a roulé quasiment 20 minutes depuis l'entrée pour arriver ici, c'est immense. Hein. Là ils expliquaient, il y a à peu près que 10% qui est bétonné, 90% en fait c'est de la savane comme ça et un peu de forêt. Hein. Ici, c'est tu vois, la zone de lancement. On voit le portique qui protège la fusée. Là. Il mesure 90 mètres de haut. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Et il pèse à peu près 8000 tonnes. C'est l'équivalent de la Tour Eiffel. Là, on est à quelques heures avant le lancement. Donc là, on va commencer à reculer le portique de manière à découvrir la fusée, qu'elle soit prête à décoller. Tous les étages, c'est là où les ingénieurs ils travaillent en fait pendant des semaines pour préparer le lanceur. Tout à fait, exactement. Okay. Les mécanos, des gens qui travaillent sur les fluides, les électriciens, des gens qui font de la pyro. J'imagine qu'on ne peut pas s'approcher. Un jour de lancement, c'est vraiment une zone qui est hyper contrôlée. Hein. Ouais, là on est à quelques centaines de mètres, je dirais, mais plus on va rentrer dans la chronologie, plus il va falloir évacuer le site. Et tout se passera au CDL3, tu verras tout à l'heure, on sera à 5 km du Patir. Alors là, le portique il a commencé à s'ouvrir, on n'a pas l'impression que ça bouge, mais en fait c'est parce que c'est assez lent. La vitesse au maximum elle va être de 7 mètres par minute, donc on verra l'entièreté de la fusée dans seulement une vingtaine de minutes. Là, on voit, il y a des journalistes vraiment du monde entier. Il y a la BBC, il y a des médias italiens, il y a des médias espagnols. Bonjour. Bonjour. On est en chronologie finale, c'est une séquence, un enchaînement d'opérations. Aujourd'hui, on a un lancement dont la fenêtre de lancement est réduite à un instant. Si on n'est pas capable de faire le lancement à cet instant, alors on a un report de lancement et on fera une tentative dans les jours qui viennent. C'est-à-dire quoi? On a une seconde? Une seconde. Donc ça signifie que toutes les opérations, bien sûr, elles sont totalement calées, totalement définies. Il n'y a bien sûr aucune marge pour l'improvisation. Ça veut dire que si on est en retard de 2 secondes, ça part pas. C'est ça, mais donc c'est effectivement, si on est en retard de 2 secondes, ça ne peut pas partir aujourd'hui, ça partira plus tard. Donc bien sûr, une journée extrêmement importante à la fin de la journée. Donc on aura, si tout s'est passé nominalement, à 18h03, le lancement de Sentinelle 1-2. Aujourd'hui, la fusée est déjà sur la plateforme de tir, donc on va pas pouvoir voir vraiment l'assemblage de cette fusée, mais il y a la même en fait qui part dans 1 mois et demi, et on va avoir la chance de pouvoir voir un peu les différentes parties justement avant qu'elle soit montée et prête à décoller. Ici, on est au bâtiment d'assemblage lanceur. C'est immense, c'est combien ça fait de mètres de haut? C'est 30 mètres sur 30 mètres de largeur fois 100 mètres de longueur. Ok, parce que Ariane a fait 60 mètres de long, c'est ça? Donc il faut qu'elle puisse rentrer quasiment allongée en fait. Exactement. C'est là que toutes les pièces qui sont fabriquées en Europe arrivent. Il y a plus de 300 000 pièces sur une fusée Ariane 6. En vrai, c'est hyper impressionnant. Là, on se rend compte vraiment de l'énorme cylindre que ça va être, quoi. C'est vraiment hyper impressionnant. L'étage inférieur, donc celui-là, est fait au Murau, dans la région parisienne. Et l'étage supérieur, il est fait en Allemagne, à Brême. Donc les deux modules, quand ils sont terminés
rentrent dans des énormes conteneurs. Ils sont transportés sur le canopé, donc c'est un gros bateau qui traverse l'Atlantique. Ils arrivent ici, ils sont déstockés sur cette chaîne, ils sont intégrés. Et donc c'est la première fois que le premier étage et le deuxième étage se rencontrent. Ok, c'est immense. Tu sais combien de tonnes ça fait une fusée comme ça? Le corps central, il pèse 38 tonnes. Et ça c'est vide? Et là, c'est-à-dire c'est qu'une vide. fois qu'il y a le carburant, c'est encore autre chose? Exactement. Je crois que la masse au décollage d'une Ariane 6 en version Ariane 62, c'est 540 tonnes. Ah ouais, 540 tonnes. Ouais, c'est énorme. Donc il y a en gros 3 parties. Il y a la coiffe, où il y a le satellite à l'intérieur. Exactement. Après, il y a Le corps central. Dans chaque étage, il y a un réservoir oxygène, un réservoir hydrogène et le moteur, si je résume en gros. Après, des ESR, 2 ou 4. C'est quoi des ESR? Les boosters. À l'intérieur, c'est de la poudre un peu comme des feux d'artifice. Donc les boosters, ça permet d'arracher la fusée du sol. Après, il y a le moteur Vulcain qui permet de corriger la trajectoire, c'est ça? Et après, le moteur Vinci en orbite plus haute, c'est ça? Exactement. Ariane, en fait, c'est une compagnie de fret. Donc Ouais. il y a des clients qui vous contactent pour envoyer des satellites dans l'espace. Oui, on a des clients commerciaux qui regardent les prix et qui vont chercher moins cher. Donc c'est comme tout le monde, quoi. Alors ici, j'ai l'impression qu'ils sont en train de travailler sur la protection thermique du moteur Vulcain. Ici, on ne fait que le corps central, pas les ESR, pas la coiffe. Donc une fois que l'étage il est constitué ici, la porte s'ouvre. Il y a 2 petits chariots qui vont directement en zone de lancement, à l'horizontale. En zone de lancement, on verticalise le corps central et on le met sur la table. C'est le bunker, c'est là où on va être enfermé tout à l'heure avec le lanceur rempli. Et donc là, ça va devenir une phase un peu critique. Comme tu peux voir, ici, c'est la salle des opérations. Si on devait faire une analogie, on m'a dit que c'était un peu le cockpit un petit peu de la fusée, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le cockpit de la fusée. Là, tu vois, tous ces pupitres-là, c'est des gens qui sont en train finalement de positionner des paramètres, des aiguillages. Et donc, tu as toute la partie électrique, méca, fluide, ordinateur de vol qui se met en place. Tout est regroupé ici sur un banc de contrôle que tu peux vraiment appeler comme le cockpit de ton vaisseau. Ouais. Et là, la phase que l'on vient de terminer, c'est la phase où il y avait tous les opérateurs en zone qui étaient en train de mettre les différentes configurations mécaniques, électriques et fluides en place. Okay. Là, on vient de le terminer, tout le monde est rentré sain et sauf, tout le monde est en zone sécurisée et dorénavant, on se prépare à remplir le lanceur. Donc là, vous êtes arrivé au moment où ça va être le plus croustillant. Vous êtes passé en très grand débit pour le remplissage piscine, la ligne 144. Alors là, pour résumer, il charge environ 180 tonnes de carburant cryotechnique, c'est-à-dire à très basse température. De l'hydrogène liquide à moins 253 degrés et de l'oxygène liquide à moins 183 degrés. Le remplissage se fait quelques heures seulement avant le décollage parce que les carburants liquides peuvent s'évaporer. Ces 2 éléments ne sont pas toxiques à l'état pur. Quand certains moteurs brûlent de l'hydrogène et de l'oxygène, ils produisent principalement de la vapeur d'eau. En revanche, les propulseurs à poudre émettent aussi du dioxyde de carbone et surtout des particules d'alumine qui se retrouvent dans les hautes couches de l'atmosphère. À savoir qu'à masse égale, ces particules auraient un effet de réchauffement plus important que celui du CO2, mais ce phénomène est encore mal connu aujourd'hui. On va continuer à admettre de l'ergol pour compenser le fluide qui s'évapore. Donc là, vous voyez les piscines hydrogène. L'hydrogène est hautement explosif et donc on ne peut pas le libérer dans l'atmosphère comme ça, on est obligé de le brûler. Et donc pour éviter d'avoir des effets non maîtrisés, on préfère le brûler, nous, de façon contrôlée. Et donc là, on voit justement le bouillonnement qui témoigne qu'il y a de l'ergol qui est en train de s'évaporer. Contrairement, côté oxygène, on n'a pas ce risque-là. Et donc, c'est pour ça qu'on peut le faire évacuer juste à l'air libre. Et donc, c'est ce que vous voyez là par cette caméra. On voit le nuage de l'oxygène qui est désormais gazeux, mais qui s'évapore et condense au contact avec l'air guyanais, qui est chaud et humide.
Et donc on maintient tout ça en sécurité avec des sondes qui nous donnent en temps réel les indicateurs de performance de notre fusée et de sa mise en sécurité. Et une fois que c'est parti? Et une fois que c'est parti, nous les écrans en fait, ils vont plus nous servir puisqu'on a laissé le lanceur décoller. Donc on va pas. Il n'y a pas de pilote en fait, vraiment. Il n'y a pas de pilote à un moment donné. Il décolle sur ordre de son programme de vol. Donc nous on ne peut pas depuis le sol rectifier la trajectoire. Par contre il y a un corridor de vol et en fait la fusée sait manœuvrer dans son corridor de vol et elle sait revenir là où il faut. Avant et normalement tout est fait pour avoir, j'imagine, plusieurs paramètres. S'il y a un problème, ça passe en plan B, en plan C, en plan D. Exactement. Okay. Et donc on peut savoir évidemment si malgré des modifications de paramètres, le lanceur est en bonne santé et non dangereux. Et donc dans ce cas-là, évidemment, on laisse sa place au lanceur avec sa chance et on le laisse partir en orbite parce que nous, notre objectif, c'est de mettre notre satellite en orbite. C'est des équipes de centaines de personnes qui font qu'on est là aujourd'hui. On a beaucoup de gratitude pour ça. On est très heureux d'arriver à cette étape parce que le jour de la chronologie, c'est juste la poursuite de toute la campagne de lancement qui a été très très intense. Mais aujourd'hui, c'est le jour le plus important. Donc même si on est fatigué, même si on est nerveux, on est très concentré et on est là pour mener les opérations à bien jusqu'au bout. Donc là, on a vu un petit peu comment se passe le remplissage des carburants et des carburants à l'intérieur du centre de lancement. Mais en fait, 3 semaines avant, il y a aussi la partie satellite. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec un métier qui est assez peu connu, les ergoliers. C'est un peu les pompistes de l'espace en quelque sorte. Alors, pour les satellites, on peut faire ça autant en avance que c'est justement des ergols stockables. Donc ils peuvent se maintenir à une température ambiante. Donc en gros, une fois qu'on a rempli, on reste dans une température contrôlée de 22-23 degrés. Toi, tu es sur vraiment toute la partie satellite. Exactement, oui. Et uniquement la partie satellite. Je vous en prie. Pour la partie lanceur effectivement d'Ariane 6, c'est à distance que c'est fait via des flexibles, des bois qui sont reliés à distance et activés à distance. Pour les satellites, il va y avoir des ergoliers qui vont s'habiller pour faire un remplissage. Et ils ouvrent des vannes, ils ferment des vannes, donc c'est ça la partie manuelle. C'est pour moi ça du coup? Ouais. Tac. Donc là nous nous préparons à l'habillage en scaphandre ergolier. Donc là dans un local d'habillage on appelle ça, équipé donc par un réseau d'air respirable. Ces flexibles nous permettent de nous relier au scaphandre ergolier. C'est vraiment comme de la plongée? Tout à fait, c'est assimilable au scaphandrier plongeur. Là c'est une première étape, tu enfiles la première jambe. C'est du caoutchouc, hein, c'est ça, donc tu commences à sentir la sensation. Et le dernier petit aspect c'est le jeu de tête pour pouvoir passer la collerette. Là, je suis à combien là? Là, tu es au moins 12 kg selon les tailles, mais en moyenne, c'est 12 kg. Plus avec le casque? Plus avec le casque. Donc, tu vas sentir un souffle, et là, tu vois que ton voyant est devenu vert. Donc, tu es connecté à l'air respirable. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Environ une dizaine d'années. Et en tant que scaphandrier, on va dire 7 ans. Ici, pendant votre travail, c'est quoi les risques? On a un atmosphère explosif, notamment pour l'hydrazine qui est un produit assez virulent. Le côté chimique aussi, il y a des éléments qui sont cancérigènes, qui à la longue peuvent causer de dommages au niveau de l'environnement et de la santé. Donc pour ce faire, on utilise le scaphandre que nous avons enfilé pour s'isoler de cet environnement et garantir un environnement sain à l'intérieur du scaphandre. On sent déjà que ça s'allège un peu, non? Tout à fait. Ça dit, le ressenti avec l'air est encore différent. Là, on peut aller faire un petit footing, quoi. Exactement. Et tu auras encore une autre sensation avec le casque. C'est quand même un gros équipement pour aller faire le plein. Hein. C'est un bel équipement, mais c'est nécessaire. C'est un plein que tu peux faire qu'une seule fois. Parce qu'une fois que tu es dans l'espace, le ravitaillement n'est pas encore possible. Un casque de moto pour l'espace, un casque de fusée. Thomas Pesquet, on arrive. Là, je me sens vraiment dans la peau d'un cosmonaute, quoi. J'ai pas l'impression qu'on va faire un plein d'essence. Je suis totalement isolé. J'ai aucun son. Je n'entends pas ta voix. Je sais pas du tout ce que tu me racontes. Toujours pas compris, mais j'imagine qu'il y a un changement de casque. En principe, on a une radio et nous, on peut parler. On appuie ici et on peut parler à la radio, mais ils l'ont pas équipé là. Ouais, parce que là, j'imagine que sinon, s'il y a un problème... Ah oui, non, c'est sûr. C'est foutu. Ok. Ça, c'est une journée normale pour vous. Tout à fait. Donc là, on est en train de partir avec le camion. Donc c'est un camion qui est vraiment dédié spécifiquement aux ergoliers. Parce qu'en fait,
Comme il nous expliquait tout à l'heure, on ne peut pas monter dans une Clio habillée comme ça. Et puis il y a surtout de l'oxygène là où on vient de se brancher pour prendre le relais du câble où on était installé. Et là, en gros, l'idée c'est qu'ils partent comme ça, ils vont sur site, on ne pourra pas les suivre jusqu'au bout parce que c'est trop dangereux, hein, je l'expliquais tout à l'heure. Il peut y avoir des risques d'explosion, c'est des matériaux qui sont toxiques, c'est vraiment totalement inaccessible au public. Vous êtes combien d'ergoliers sur la base? On est une dizaine, avec plus ou moins d'expérience, mais c'est vraiment un métier de niche et c'est vrai qu'on proportionnellement on n'est pas beaucoup. Les argoliers, une fois équipés au bâtiment EPI, se rendent au bâtiment de remplissage où va se dérouler l'opération, où ils vont concrètement remplir en argole le satellite. C'est quoi le carburant que vous mettez à l'intérieur en fait, d'un satellite et en quoi il est différent de celui qu'on met sur une fusée? La différence, c'est qu'on utilise des ergols dits stockables et réallumables. Donc l'hydrazine et le peroxyde d'azote, c'est produit au contact, crée une réaction hypergolique, donc une réaction thermique, qui permettent de pouvoir se positionner à des orbites bien précises. Ok, il y a moins de bruit là d'un coup. Mais il y a aussi beaucoup moins d'oxygène, je vais enlever le casque. Wow. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est sûr que ça laisse pas indifférent la première fois, oui. Et vous pouvez travailler combien d'heures comme ça? De 2 à 5 heures. Pour des opérations vraiment conséquentes, ça peut jusqu'à 5 heures, oui. Ben, techniquement, on manipule des vannes manuelles, on vérifie les différentes pressions, parce qu'on joue beaucoup avec les pressions. On vérifie au niveau du remplissage, par exemple, le poids attendu. Nous, on fait notamment des prélèvements pour les clients satellites parce qu'il faut savoir qu'on a un aspect de fiabilité qui est très important et primordial puisque une fois en orbite, le satellite, on ne peut plus y toucher. Donc, tout doit être fait entre guillemets parfaitement pour qu'une fois en exploitation, il n'y ait aucun souci. Parce que si c'était le cas, on ne pourrait pas y combler et la mission serait entre guillemets un échec. C'est quand même très technique, on est plus proche de l'ingénieur que du pompiste quand même là. Tout à fait, je te l'accorde. Donc en effet, c'est assez pointu et unique, ce qui rajoute encore de l'engouement et de l'intérêt pour le métier et du prestige. Hein. Merci beaucoup pour l'expérience. Aujourd'hui, à bord de la fusée, il y a le satellite Sentinel 1D, le tout nouveau satellite européen du programme Copernicus. Sa mission, c'est observer la Terre par tous les temps, de jour comme de nuit. Grâce à son radar ultra précis, il peut traverser les nuages, surveiller les glaces polaires, les mouvements du sol ou encore détecter des navires en mer et des fuites d'hydrocarbures. Au total, sa fabrication a pris plus de 20 ans et a mobilisé des centaines d'ingénieurs. Sentinel 1D rejoindra son jumeau déjà en orbite pour assurer la continuité des radars européens. Au total, les deux satellites ont coûté plus de 400 millions d'euros, donc on parle vraiment d'un enjeu qui est hyper important d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue économique. Là, on arrive dans un des endroits les plus mythiques du centre spatial, c'est ce qu'ils appellent Jupiter, c'est le centre de contrôle. Si on était dans un aéroport, ça serait la tour de contrôle. C'est là où ils vérifient tous les paramètres météo et toutes les conditions qui vont faire qu'on va pouvoir ou pas faire décoller la fusée aujourd'hui. C'est eux qui donnent le go final. C'est la salle qu'on voit souvent à la télévision. Et donc on suit le panneau des verts. Donc là, tu vois, il faut que l'état de la base, la logistique, la sauvegarde, l'ensemble de lancement, la fusée évidemment, et le satellite soient verts pour décoller. Quand il y a une anomalie, il y a un des panneaux là qui devient rouge et il faut corriger l'anomalie pour que le panneau redevienne vert pour qu'on puisse décoller. Si on devait faire une comparaison avec l'aviation, donc ça serait vraiment la tour de contrôle et le centre de lancement, ça serait vraiment le cockpit. Donc si on tire un peu la métaphore, les passagers, c'est dans notre cas le satellite et le directeur des opérations, le DDO, c'est lui qui fait le fameux décompte final. C'est le chef d'orchestre. Bonjour. Bonjour, Jean-Frédéric Alassa. On va pouvoir rentrer. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le bocal. Donc c'est vraiment le cœur battant même de la chronologie. C'est dingue d'être ici en fait à quelques heures du lancement. Là, donc il y a toutes les équipes que va piloter le DDO. Donc c'est mon rôle de directeur des opérations durant la chronologie. Donc c'est mes adjoints, c'est des spécialistes dans des domaines, par exemple la logistique, la télécommunication. C'est vous qui coordonnez grosso modo toutes les personnes dans cette salle. Oui. C'est vous qu'on entend à la fin avec le décompte Tout à fait. Okay. Pendant toutes les activités, donc, je serai avec Marco Calcabrini. Enchanté. Donc chef de mission de la campagne. Là on est en chronologie de lancement, donc on prépare en gros le lanceur, les satellites, les moyens de la base de lancement Ariane pour être prêt pour le HE0. Il y a d'autres équipes opérationnelles qui ne sont pas dans cette salle, c'est le cas de la sauvegarde de vol.
notamment, qui ont un rôle régalien, si vous voulez, durant la chronologie. C'est-à-dire si le lanceur venait à être dangereux ou dévié de sa trajectoire, c'est eux qui vont terminer le lancement. Ils sont toujours dans la base, mais ils sont dans une autre salle de contrôle pour justement ne pas être perturbés par qui que ce soit. Ils prennent des décisions en toute autonomie. En fait, il ne faut pas qu'ils soient influencés par quoi que ce soit et qu'ils puissent pas être en mesure de faire exploser potentiellement le lanceur, sans en tout cas le réfléchir. neutraliser sans réfléchir. Si le lanceur dévie de sa trajectoire et sort de son couloir de vol, ils ont autorité de terminer le vol. Donc ça, c'est les pupitres des adjoints. Vous avez toute cette partie, donc c'est les clients et les différents métiers. Donc là, il y a par exemple Optronic, donc le ROMS, donc responsable optique vidéo. En fait, c'est lui qui va coordonner le mur d'image que vous voyez derrière, qui va donner le statut, donc pendant le décollage, toute la trajectoire de vol, les images de synthèse. La localisation, on parlait de radar. Le lanceur, il doit être localisé en tout temps, pendant toute sa trajectoire. Donc là, les équipes se mettent en place, tous les sièges ne sont pas encore remplis. Mais par exemple, on va basculer en énergie interne. Donc, quelques heures avant le lancement, tout le CSG est en fourniture énergie interne pour justement au cas où il y a une coupure EDF ou quoi que ce soit, il ne faut pas que ça puisse impacter le lancement. Ça impacte le lancement. On va avoir les prévisions météo de H0-20 minutes et H0-10 minutes pour confirmer justement, donner la décision du décollage. Et si tout se passe bien, il y aura le décompte à partir de 10 secondes avant le lancement. Qui prend la décision de lancer le décompte ou pas une fois qu'on a recueilli tous les éléments? C'est à mon niveau. Donc vous, votre travail en gros, c'est de digérer toutes les informations, que ce soit météo, technique sur le lanceur, technique sur le satellite, humain pour avec les pompiers, les équipes de l'armée qui survolent la base pour être sûr qu'il n'y a personne, etc. Exactement. C'est une sacrée responsabilité. Ça fait quoi en fait d'être à votre place quand on a ce rôle et c'est quand même hyper important quoi. Non mais c'est vrai, je pense que... c'est assez gratifiant et excitant en même temps. On est au bout du tunnel en fait. C'est quand même l'aboutissement de plusieurs mois, des fois des années de travail. Et là, pour arriver là, c'est aussi pour ça qu'en général, on est détendu parce que... Vous êtes détendu là? Oui. Vous allez faire décoller une fusée, vous êtes détendu? Oui. Vous n'avez pas de stress? Non. Ok. Non, mais on apprend. On a des formations. On ne devient pas directeur des opérations ni chef de mission comme ça. On apprend avec l'expérience et c'est aussi ça qui nous permet de digérer, de gérer le stress. C'est ouf, hein. Alors lui il dit qu'il n'est pas stressé, mais on voit quand même les gens autour, ils sont sur leurs ordi, ils sont quand même très concentrés. On sent quand même que plus le temps passe, plus on sent que l'heure se rapproche et plus il y a un peu une tension qui se crée quoi. Apparemment la minute avant le décompte, c'est vraiment un moment où il y a un silence de mort, où il y a vraiment on entend les mouches quoi. C'est ce qu'on m'a décrit en tout cas. Là, on voit les hélicoptères. En fait, c'est ce qu'on appelle le ratissage. Donc, ils survolent la zone en fait pendant plusieurs heures avant le lancement pour éviter qu'il y ait vraiment la moindre personne qui reste sur place. Il y a quand même 1700 personnes qui travaillent au centre spatial guyanais. Donc, ils surveillent vraiment la zone toute la journée pour pas qu'il y ait d'intrus, pour pas qu'il y ait des problématiques techniques et pour pas que des gens restent en fait sur un endroit qui est confiné. Pour compléter le volet sur la sécurité, là je vais rencontrer les pompiers. C'est les premiers en fait à intervenir sur le pas de tir juste après le lancement pour éteindre les incendies qui peuvent se déclencher ou bien tout simplement sécuriser la zone. Bonjour lieutenant. Bonjour, bienvenue à 39e compagnie. Au sein de la compagnie, nous avons 3 centres de secours. Ici, nous sommes dans le centre de secours principal. Derrière moi, vous avez le VIM, le véhicule d'intervention qui va intervenir juste après une opération de tir pour pouvoir permettre d'effectuer des détections toxiques et éventuellement éteindre différents foyers sur des feux d'espace naturels. Ils sont en train de se préparer, c'est ça? Exactement, ils vérifient le matériel. Le lancement, il a lieu dans 3 heures à peu près, 3-4 heures. Donc nous, on est prêts, le véhicule est armé. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, que ce soit à H0 ou à H1 minute, le camion intervient. Après, au-delà, on n'est plus concerné puisque les débris de l'explosion retomberont dans l'océan et ça ne touchera plus le CSG, quoi. Un certain nombre de vérifications sont réalisées sur le matériel juste avant nos opérations de lancement. Donc le caporal-chef va vous expliquer. Cette tenue, ce sera pour le risque chimique, tout ce qui est projection de risque chimique.
donc des bottes, des gants, voilà, qui va avec. Beaucoup d'appareils de détection qui sont pour chaque gaz. Ils peuvent être toxiques du coup les ergols, c'est pour ça? Effectivement, ouais, complètement. Alors le Propergol principalement, c'est celui qu'on va retrouver dans les boosters pour qu'ils vont créer un nuage d'HCl. Donc un acide chlorhydrique. Cet acide-là, il va se déposer un peu partout. Donc en mode nominal, il va rester à peu près sur le pas de tir d'Ariane et Vega. On ira détecter sur le pas de tir. Mais en mode un peu catastrophique, on pourrait en retrouver un peu plus loin sur Kourou, sur Sinamari, en zone publique, on va dire. Sur un lancement non nominal, donc un problème qui interviendrait sur un lanceur au moment de son lancer ou après en vol, sur une phase critique de 90 secondes, il y a un risque de retombée de débris qui pourrait retomber en mer mais également sur terre. Et l'ensemble de ces risques, bien entendu, sont répertoriés. On s'entraîne, que ce soit dans l'année au travers de différents plans, mais également de manière virtuelle. On a aussi du matériel d'alerte. Ça va nous servir à prévenir la population en cas de scénario catastrophe, donc soit de rester chez vous, soit de fuir. Enfin, il y a plusieurs messages dans le plan enregistrés pour pouvoir préalerte. Alors là, on va monter le robot, donc le Rex, le robot d'extinction, on va le monter sur le porteur pour le préparer pour l'opération de post-tir qui va arriver donc après le lancement d'Ariane. Donc lui va nous servir à rincer le pas de tir à l'issue du lancement d'Ariane 6. Le gros nuage de vapeur qu'on voit à l'issue d'un lancement, c'est principalement de l'acide chlorhydrique. Donc il va se déposer un peu partout sur le pas de tir. Et nous, notre mission, les pompiers de Paris, là, sur le CSG, c'est d'arriver les premiers pour pouvoir rincer l'ensemble du pas de tir et rendre l'atmosphère non viciée pour que les industriels et les opérateurs puissent à l'issue pénétrer sur le pas de tir. On a une lance de 3000 litres minute. Donc qui va nous servir, comme je vous ai dit, pour le rinçage. J'ai également une caméra thermique, donc, que vous pouvez voir ici, qui va nous permettre de voir les différents points chauds. Donc ça, ce sera plus sur de l'incendie. Ça peut aussi servir dans des cas où il y aurait une explosion évidemment, et que potentiellement il y a des dangers humains en bien y sûr, allant, bien sûr, évidemment. Comme je vous ai dit au début, son nom principal c'est le Rex, le robot d'extinction. Voilà, donc là c'est le rassemblement. Là il est 15h30 et on va se mettre en place. Garde-vous! Repos! Alors, est-ce qu'une fusée, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre? C'est une question que je me suis posée forcément. Pour répondre à la question, en fait, au moment du décollage du lancement, ça émet assez peu, notamment grâce à l'utilisation des propergols cryogéniques dont on a parlé tout à l'heure. Mais les émissions se trouvent surtout dans les phases d'extraction des ressources minières, la fabrication des pièces et du carburant, le transport et l'électricité. Sur ce point d'ailleurs, le Centre spatial guyanais consomme 15% de l'électricité produite en Guyane. Donc pour donner une idée, un lancement d'Ariane 6 tout compris, ça émet entre 1200 et 1800 tonnes de CO2 selon une étude du MIT de 2025. C'est environ 1000 allers-retours Paris-New York en avion. Donc ça peut paraître beaucoup, mais il faut aussi le mettre en perspective du nombre de décollages qu'il y a par an par rapport à l'aviation. Et au final, quand on prend ça dans son ensemble, le spatial, c'est moins de 0,1% des émissions globales. On va passer aux choses sérieuses. Le compte rendu d'état météo est vert. Now all the indicators are green. Ariane 6 is standing on its launch pad, ready for liftoff. Là, on est vraiment à quelques minutes du décollage, on est à 30 minutes du décollage. On voit la salle, elle s'est vraiment remplie, elle est pleine avec tous les gens qui travaillent justement à la fois sur le satellite et sur le lanceur depuis parfois des années. On nous a présenté tout à l'heure Malcolm. Bonjour, excusez-moi, il y a tellement de monde. Donc, Vous travaillez depuis combien de temps justement sur le satellite? Je travaille sur ce satellite depuis 20 ans. Je suis scientifique de la mission. Dans la coiffe tout en haut, là, il y a 20 ans de travail de ma part. Donc, ok, avec des collègues, ça fait 20 ans que vous travaillez sur ce satellite. Ça fait 20 ans que je travaille dessus. Et comment on se sent à 20 minutes et 23 secondes du lancement? C'est très difficile de décrire, mais on se sent surtout nerveux en ce moment. On espère que le lancement se fera bien, mais je pense que la joie et l'orgueil va éclater au moment qu'on saura que le satellite est livré en orbite et qu'il fonctionne. Et ça va vous servir à quoi justement ce satellite qu'on voit là-haut au moment où il va être en orbite? En quelques secondes, il sert à imaginer les surfaces terrestres et nous donner des informations sur l'environnement, allant des calottes polaires jusqu'aux forêts tropicales. En gros, c'est une sorte de Google Maps à la base, européen,
Exactement. Sur lequel vous avez mis des Exactement. données de météorologie et plein d'autres... Toutes les données possibles qui nous servent, on les met dedans. À étudier aussi le dérèglement climatique. Exactement. Et la suivi du changement climatique est une des grandes objectifs. Le satellite sera pris en charge par les équipes de l'ESA ISOC à Darmstadt. À ce stade, tous les paramètres sont verts. 5 minutes. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. En vrai, je suis stressé pour eux, toutes les personnes qu'on a vues aujourd'hui. Ça reste un moment exceptionnel. Tout le monde est un peu en ébullition là. Nous sommes maintenant à 2 minutes 39 secondes. H0 moins 1 minute. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage de ce SR et décollage. C'est ouf. Début de la manœuvre en revenu. C'est un truc de malade. Pilotage calme, la trajectoire est nominale, les paramètres à bord sont nominaux. Préévalué. Le son. C'est impressionnant. 3 moteurs, nous entendons les moteurs. Entre le moment où la fusée est partie et le moment où le son et le tremblement arrivent jusqu'ici, c'est passé 30-45 secondes, le temps qu'en fait ça parcourt les 15 km qui nous séparent de la zone de tir. C'est ouf. Séparation des propulseurs bientôt. D'ailleurs au centre entre les deux propulseurs. Il y a les boosters qui se sont séparés, on voit là les deux points blancs qui partent. Après c'est le moteur Vulcain qui prend le relais. Là le ciel il est hyper dégagé et on voit vraiment parfaitement. On ne voit pas toujours la séparation des boosters pour le coup. Donc l'objectif c'est de sortir très rapidement de l'atmosphère pour éviter les frottements, les choses comme ça. Donc les boosters sortent là, consomment tout leur propérgol, le carburant si vous voulez. C'est le principe des fusées. On utilise différents étages. Une fois qu'on n'en a plus besoin, c'est du point mort et on se débarrasse du point mort. Et ça tombe où du coup? Ça tombe dans la mer. Tout est calculé en amont. Calculé pour que ça tombe au bon endroit dans la mer. La coiffe a été larguée. La coiffe, c'est ce qu'il y a au-dessus de la fusée. Ça s'ouvre pour que le satellite puisse du coup aller jusqu'à son point d'orbite. Allumage du moteur Vinci. Normal, tout se passe. Vous nous rejoignez pour qu'on puisse vous poser des questions? C'est pas toi, mais moi là, le bruit m'a vraiment choqué quoi. Tu vois la fusée qui est déjà assez haute et là t'entends avec un tremblement un peu du bâtiment. C'est ouf. Je me sens toujours un peu tendu, je dois dire, parce que bon, c'est la première étape. Mais pour moi, la vraie étape, c'est vraiment quand on écoute le satellite. Il va nous envoyer un signal pour dire « je suis là, tout va bien ». Et à ce moment-là, on saura « ah, tout s'est bien passé, le satellite est en orbite, le satellite vit ». Et on peut commencer à l'utiliser. Et vous avez des exemples concrets de ce que ça permet justement aux scientifiques? Oui, je vous donne un ou deux exemples. Un exemple qui me vient toujours à l'esprit, c'est le fait que Sentinel-1, en comparant une image prise à une date avec l'autre, peut mesurer des déplacements de 5 mm par an. Des déplacements de bâtiments qui s'effondrent, qui s'affaissent un peu, des ponts. Il faut penser 5 mm, c'est quoi? C'est la largeur de mon doigt là. Ça vient d'un satellite qui est à 700 km au-dessus de nous et qui bouge à 7 km par seconde. Donc ça nous permet globalement de voir la stabilité de toutes les structures presque du monde. L'autre exemple que j'aimerais bien choisir, Sentinel-1 mesure comment les glaciers avec le temps fondent dans la mer ou fondent en général. Je vous retiens pas plus longtemps parce que je pense que vous avez envie de boire une coupe de champagne avec vos collègues et voir la fin. Surtout le premier signal, hein. C'est pas encore l'heure. Il faut toujours être patient. Écoutez, j'ai attendu 20 ans, donc j'attendrai bien une vingtaine de minutes. Séparation Sentinelle 1D. Wow, we have confirmation there.
Well, this is a great teamwork, and you can hear the team behind me. Vous avez vu qu'il y avait 2 temps. Ils ont d'abord applaudi pour la mise en orbite et ensuite le dernier applaudissement, c'était le signal qui confirme que le satellite est bien vivant et maintenant commence l'exploitation de ce satellite. Je suis très content et puis je me relâche un peu. C'est comme un bébé presque. À la naissance, le premier battement de cœur, c'est plus ou moins ça, mais de façon technique, disons, comme métaphore. Je suis content pour vous en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, vous avez le droit à la coupe de champagne. Par contre, oui, elle va venir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore un grand merci à mon binôme de choc du jour, Hugo Bayardi, qui a pris les images toute la journée. À bientôt pour de nouvelles explorations. Ça dégage. Nous aussi, on va boire du champagne. For the stars.